tous les jours, dès 16h. Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires où ça se crêpe parfois le chignon. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, peut-être pas de chignon, mais c'est bien des cheveux dont il est question, et de ceux de Marie-Antoinette en particulier. Ah, des cheveux qui ont fait bien beaucoup parler. Hein. En effet, mais à commencer par leur couleur. À votre avis, quelle était la couleur des cheveux de Marie-Antoinette? Qu'est-ce que vous diriez? À la fin, ils étaient blancs. Oui, d'accord, mais est-ce qu'ils étaient, en effet, vous dites roux? Auburn. Est-ce que c'est, oui, auburn, blond cendré, blond vénitien? Ne cherchez pas, messieurs, non, leur couleur était unique. Les cheveux de Marie-Antoinette, ils sont simplement couleur cheveux de la reine. Voilà, ça, c'est une oui, c'est comme ça. Alors, oui, vous le disiez, Stéphane, c'est vraiment toute une histoire, les cheveux Marie-Antoinette. Vous savez que lorsqu'elle quitte l'Autriche, elle n'a que 14 ans et elle vient en France pour épouser le duc de Berry, dauphin de France, futur Louis XVI. Et c'est alors qu'on réalise d'elle un premier portrait officiel, gravé par un certain Bonnet. On fait ça peu avant son départ de Vienne, et puis on va l'envoyer à son futur mari. Eh bien, avant qu'elle ne parte pour la France à 14 ans, donc on brûle la racine de ses cheveux. Non. Mais si, on brûle la racine de ses cheveux pour que son front paraisse plus haut. Vous savez, il y a des siècles et des époques auxquelles il faut avoir un front très haut. C'est ce que faisait déjà Agnès Sorel, puis en plus, elle s'épilait les sourcils. Donc, la petite Marie-Antoinette, elle a 14 ans, on lui brûle la racine des cheveux. Bon, alors écoutez, ça c'est une concession à la mode du temps qui est pas très agréable, enfin c'est bien peu de choses. Si l'on songe qu'en quittant son pays natal, Marie-Antoinette, adolescente, doit renoncer à sa famille, à ses amis, à sa langue maternelle, et jusqu'aux vêtements qu'elle porte. Rien de ce qui est autrichien ne saurait franchir la frontière. Et donc, en ce 7 mai 1770, au beau milieu du Rhin, sur une île qui s'appelait, vous savez comment s'appelait l'île sur laquelle ça s'est passé? L'île aux épis. Ça l'emprunte donc déjà au registre capillaire. Alors la jeune fille devient princesse de France. Alors bon, elle arrive à la cour, elle va subir l'étiquette sans mot dire, mais bientôt c'est elle, et qui notamment en matière de coiffure, comme en toute chose, va donner le ton. Et quand elle arrive à Versailles, elle choque d'emblée parce qu'elle choisit non pas une coiffeuse, mais un coiffeur, qui est un certain Lanceneur. Lanceneur n'a pas tellement laissé, c'est marrant d'ailleurs, pas laissé tellement son nom dans l'histoire, c'est surtout... C'est pas Léonard? Bien sûr, c'est Léonard Antier. Bon. C'est Léonard Antier qui a laissé son nom parce que pour elle, il va littéralement échafauder le mot et vraiment choisi délibérément les créations les plus extravagantes, montées sur des fils d'acier. Les coiffures qui l'édifient peuvent contenir un peu de tout, on met tout. Alors un chou, un foulard, une éponge, des pommes, un bateau d'enfant. Les dames qui prétendent suivre cette mode nouvelle en sont réduites à baisser la tête pour monter dans leur carrosse, et elles se mettent même à genoux dans leur carrosse, parce qu'elles ne peuvent pas tenir assises avec ces grands machins sur la tête. Et pour ne pas briser leurs plumes et dans les salons, elles doivent se baisser lorsqu'elles passent sous les lustres, où ça est vachement pratique, sans compter que ces encombrants dispositifs, souvent trop lourds, leur donne la migraine. C'est ridicule, bon, sans doute, mais ces belles dames écrasées et ravies, selon l'expression de Gosselin le Nôtre, mon historien chéri, n'en rêve pas moins d'arborer l'une de ces vertigineuses pièces montées. C'est une mode qui n'aura qu'un temps, parce que fin 1780, Marie-Antoinette a des couches très difficiles et elle perd ses cheveux par poignées. Cette alopécie, qui vient d'un mot grec, ça vient du mot alopex. Alopex en grec, ça désigne le renard. Et le renard, chaque année, perd ses poils d'hiver au début du printemps. C'est ce qui a donné notre mot alopécie. Donc, la pauvre Marie-Antoinette, après ses couches, elle perd tellement de cheveux que Léonard est obligé de les lui couper. La mode sera donc désormais aux cheveux courts, avec une coupe dite à l'enfant, à laquelle toutes les dames de la cour, naturellement, dans un geste spontané, sacrifient aussitôt leur chevelure. Bon, on le disait tout à l'heure, les cheveux de Marie-Antoinette, ils sont couleur cheveux de la reine, mais Stéphane le signalait, on a conservé en effet une bague qui lui avait été offerte par sa copine, la princesse de Lamballe, et il y a une mèche de cheveux de Marie-Antoinette entièrement blanche. C'est Madame Campan, sa femme de chambre, qui nous en fournit l'explication. Elle affirme que la chevelure de Marie-Antoinette aurait blanchi en une nuit, à la suite de la désastreuse fuite à Varennes du 21 juin 1792. C'est un phénomène qui est aujourd'hui encore enseigné dans les écoles de coiffure. Ça s'appelle le syndrome Marie-Antoinette. C'est qu'à la suite d'un stress intense, ça n'est pas les cheveux qui deviennent blancs, mais les seuls cheveux pigmentés qu'il vous reste tombent.
Et donc, on a l'impression d'un blanchiment subi, instantané. C'est ce qu'on appelle se faire des cheveux blancs. Et ça peut se passer en une nuit. À ne pas confondre avec la canitie. La canitie, c'est ce qui nous arrive à tous, c'est l'apparition des cheveux blancs. Canitie vient de canus blanc, qui a donné chenu. Donc, quand on parle d'un vieillard chenu, c'est un vieillard qui a les cheveux blancs. Mais cette fois, c'est un phénomène naturel dû à l'inactivité des mélanocytes contenus dans le bulbe du cheveu. Le cheveu ne reçoit plus assez de pigments et du coup, il pousse de couleur blanche. Quoi qu'il en soit, c'est quand même bel et bien grâce à l'analyse de l'ADN mitochondrial contenu dans une mèche de cheveux de Marie-Antoinette, Stéphane connaît ça par cœur naturellement, qu'on a pu identifier le cœur de l'enfant mort au temple comme étant bien celui de son fils, à preuve qu'en plus de les brûler, de les frisoter ou de les couper, il peut aussi s'avérer très utile de couper les cheveux en 4. Merci beaucoup Clémentine.